Salut à tous, voilà la saison régulière est terminée, place aux playoffs et place surtout au Power Ranking promis depuis plusieurs semaines, pratiquement plusieurs mois, un Power Ranking un peu spécial. On en parlera dans quelques minutes, mais d'abord, je dois remplir ma mission. C'est celle de présenter ceux qui m'accompagnent aujourd'hui. Et pour commencer, on a une team très lunettes aujourd'hui. Il faut aller sur YouTube pour le voir. Tout le monde porte des lunettes. Certains n'ont pas les reflets bleus comme moi. Parmi eux, il y a Madiane. Comment ça va, Madiane ? Eh ben, ça va fort bien. Les vacances font du bien. Ah, on est en vacances. Tom, j'ai l'impression, vu ta réaction, t'es pas en vacances en ce moment. Ah non, pas de vacances pour moi en ce moment. Et puis là, avec les playoffs qui vont débuter, très peu de temps pour dormir. Je pense que l'introduction est parfaite parce que oui, on va forcément parler des playoffs. Et oui, le sommeil va venir à manquer dans ces prochaines semaines. Comme on vous l'a dit, c'est donc le fameux Power Ranking. Aujourd'hui, on va classer les équipes du play-in, mais aussi des playoffs de 20. Et on va s'arrêter. On n'a pas encore déterminé si on s'arrêtait à 11 ou à 10. On va le voir pendant l'épisode. Avant de vous expliquer un peu la façon dont on a construit ce Power Ranking, on vous invite à aller nous suivre sur Twitter, à nous suivre aussi si vous nous découvrez sur les plateformes où vous écoutez le podcast. Et aussi peut-être sur YouTube où on vous invite à laisser des commentaires. On va y répondre parce que la semaine a été un peu trouver des créneaux pour les playoffs, etc. C'était un peu difficile. En tout cas, on est bien posé et on démarre dans quelques instants cet épisode spécial Power Ranking. Le Power Ranking, messieurs, on va le débuter dans quelques minutes, mais avant ça, il faut expliquer comment on l'a construit. Pourquoi ? Enfin, comment je vous ai demandé de le construire. Ça sera un petit peu plus juste de parler comme ça. Pourquoi ? Parce que ça permettra d'éviter certaines incompréhensions et peut-être certaines critiques vis-à-vis du Power Ranking. Comment il est construit cette année ? On ne construit pas les équipes selon leur puissance de frappe, mais selon leur capacité, selon nous, à aller le plus loin. Exemple concret, ce n'est donc pas la capacité à gagner le titre, je le reprécise, mais aller le plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle est la différence ? Tout simplement, ça nous oblige à observer la distinction Est-Ouest, parce qu'on peut pas avoir 5 équipes dans les 5 premiers d'une conférence, parce que mécaniquement, une d'elles sera éliminée au premier tour. Et puis surtout, ça nous oblige encore plus à prendre en considération le classement et surtout le bracket, le tableau des playoffs. Parce que tous les quarts de tableau, si on peut parler comme ça, ne sont pas les mêmes. Je pense que la conférence Est le montre plus que tout. Être en bas cette année à l'Est, c'est beaucoup plus dur qu'être en haut. Donc forcément, ça va influencer notre Power Ranking qu'on va débuter sans plus tarder. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur la méthodologie, messieurs, avant qu'on débute ? En fait, ça permet de changer, de ne pas considérer justement la force intrinsèque de chacune des équipes et plutôt se projeter dans une perspective d'affrontement et de route qu'il va falloir avoir pour aller le plus loin possible. Et ça change pas mal la donne, notamment à l'Est. On y reviendra, je pense, qu'un peu plus tard dans le Power Ranking. C'est ça, clairement, c'est une question de route et ça va avoir de grandes conséquences, peut-être encore plus dans la deuxième partie que la première. On va y revenir dans la deuxième partie, certaines équipes, eh ben, vous pouvez le deviner, on se situe encore à l'Est, souffre énormément de cette méthodologie. On va débuter par une équipe dont la route devrait s'arrêter assez rapidement, si on regarde un peu nos classements à tous. Cette équipe, on en a parlé la semaine dernière, c'est Indiana. Alors on va faire rapidement sur Indiana. Madiane, on t'a pas encore entendu. Pourquoi selon toi tu les as mis 20e de ce Power Ranking, ce qui sous-entend que selon toi ils perdent dès le play-in et le premier match du play-in? Oui, moi je les ai trouvés un peu en bout de course là, sur cette fin de saison. Et j'ai du mal à les voir redresser la barre et surtout, je regarde les match-up. Ils ont en face en fait deux équipes qui sont plutôt dans une bonne dynamique. Les Wizards qui ont fait une remontée folle et les Hornets qui eux m'ont encore montré le week-end dernier que c'était une très bonne équipe et que clairement ils avaient plus de chances selon moi de passer que les Pacers. Donc c'est pour ça que je les ai mis tout dernier. Tom, d'accord avec ça. Le facteur, on sait, on en a parlé, on vous invite à aller écouter l'épisode de la semaine dernière, interne, et aussi le parcours qui n'arrange pas les Pacers. Ouais, clairement, après, je pense qu'ils ont vraiment beaucoup trop d'absents. En fait, c'est ce qui les plombe vraiment sur cette intersaison, enfin sur cette fin de saison. Alors, ils sont dans une meilleure forme entre guillemets que les Hornets, qui sont pour moi juste un peu enfin, je
crois que j'avais même mis les Hornets un peu derrière, tout simplement parce que la forme des Hornets, ils restent sur 5 défaites consécutives, ils ont perdu pas mal de matchs serrés, et je trouve que d'un point de vue match-up, ils vont galérer en fait comme contre Sabonis par exemple, qui est quand ils jouent avec PJ Washington au poste 5, bah du coup ils se font entre guillemets bister, j'aurais pas de traduction littéraire, mais j'aurais pas de traduction en français. Ils font bister à l'intérieur, et ils ont pas beaucoup de répondants, si ce n'est qu'au 10 heures. Donc je pense que Indiana, ça va s'arrêter parce qu'ils seront trop courts, tout simplement. Ils seront trop courts. Je les vois pas gagner 2 matchs pour arriver au playoff. Eh ben, d'accord avec vous, je rajouterai juste une chose. 13 victoires, 23 défaites, c'est le bilan d'Indiana à domicile cette saison. Donc un bilan largement dans le négatif, ce qui est une anomalie pour une équipe qui va au play-in, en l'occurrence, et non pas en play-off. Et malheureusement, ils jouent le premier match contre Charlotte à Indiana. Donc voilà pour Indiana. On reste avec Charlotte. Alors, c'est le cas pour vous, Tom et Madiane. Vous avez Charlotte comme 19e équipe. Alors moi, je vous avoue que c'est un raisonnement mécanique. Pour moi, ils sont 19e. Mais le problème, c'est que vu qu'ils vont gagner un match, je pouvais pas les mettre 19e. Parce qu'ils vont gagner un match, techniquement. Madiane, je vais rester avec toi. Qu'est-ce qui fait que tu penses que l'aventure de Charlotte risque de s'arrêter, du coup, après une première victoire et une défaite au deuxième match? Moi j'ai j'ai revu le match qui a eu lieu entre les Wizards et les Hornets, et les Wizards n'ont pas été finalement si énormes que ça, avec un Bradley Beal qui revenait, et pourtant quand les Wizards remettaient les bonnes choses dans le match, ils prenaient des gros runs, et quand ils mettaient des runs, c'était à la fois des gros shoots qu'ils arrivaient à mettre, mais tu savais pas trop parfois d'où ils sortaient. Et en plus, c'était aussi parfois en attaque où Washington faisait un peu n'importe quoi. Je pense que Washington va un peu resserrer son jeu, et là, pour moi, il n'y aura pas match. Donc, je vois clairement Washington passer. On travaille chez Dunk Hebdo, on a revu les matchs. Tom, t'en penses quoi de Charlotte qui, tu l'as dit, ils sont quand même sur une série de 5 défaites pour entamer les playoffs. C'est pas franchement super comme momentum, parce que là, on est clairement sur c'est peut-être entre guillemets un des problèmes de ce play-in, dont je suis pas totalement opposé, mais là on est sur une continuité totale avec la saison régulière. Donc entamer ce play-in avec 5 défaites de suite, c'est pas forcément positif. Ouais, surtout que ce sont des défaites assez préjudiciables. On a vu des money time ratés contre les Knicks. Où ils ont quasiment le match en main, et finalement ils le perdent en prolongation parce qu'ils n'ont plus de jus, ils n'arrivent pas à scorer un panier. On l'a vu encore face aux Wizards. Alors, pour moi, je trouve qu'ils ont bien mieux joué. Malheureusement, sur la fin, ils ont mal tiré, et ils ont perdu des match-ups. Et encore une fois, ils avaient aucune réponse à la physicalité en fait de Gafford et de Robin Lopez en fait, avec PJ Washington en poste 5, et ça leur a fait énormément de mal, même avec Russell Westbrook qui s'est régalé notamment pour aller provoquer des post-ups à un moment où Bradley Beal boitait un petit peu, était un peu boitillant. Russell Westbrook a profité pour créer pas mal de post-up pour générer des fautes, pour permettre de revenir en fait dans le match. Et on voit que contre la physicalité, ils ont beaucoup de mal, et c'est une équipe qui souffre beaucoup en fait de l'absence de Gordon Hayward, qui est le joueur qui a le plus d'expérience vraiment dans cette équipe, et qui est très important. Et je trouve que voilà, c'est une équipe qui va peut-être pâtir en fait de la jeunesse, et qui pourra pas gagner de match, je pense. C'est ça. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Gordon Hayward pas là. Ça va être quand même très compliqué, parce que on parlera des Wizards un peu plus tard. Ils seront dans cet épisode. Malheureusement, ils vont pas être dans les 10 meilleures équipes. Il y a quand même l'expérience d'un Russell Westbrook, d'un Bradley Beal, le talent. Et puis la dynamique des Wizards est quand même beaucoup trop intéressante. Mais on parlera des Wizards plus tard. Et je suis d'accord avec vous pour les Hornets. Puis tu parlais du domaine physique, Tom. Par rapport aux équipes qui vont jouer, les Hornets sont, spectaculaires, mais ils sont pas dans le physique près du sol impactant. Je sais pas si c'est très clair ce que j'essaye de montrer. On peut continuer, même si Tom, je crois que t'étais pas trop d'accord avec ce que je viens de dire. Ah oui. En fait, c'est juste que, je trouve que c'est une équipe qui a quand même un jeu intéressant pour les playoffs s'ils avaient Gordon Hayward, en fait.
C'est-à-dire que là, avec Gordon Hayward, ils ont la possibilité, par exemple, quand ils jouent small ball avec PJ Washington au poste 5, d'intercaler un ailier playmaker, là où aujourd'hui, quand ils jouent small ball, ils doivent intercaler soit Devontae Graham, soit Malik Monk, qui n'ont aucunement les qualités en fait, de Gordon Hayward et qui ils deviennent vraiment trop petits, vraiment. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est une équipe qui aura vraiment des problèmes avec ça pour comment ça s'appelle, la partie physicalité, même si tu vois, je trouve que c'est une équipe qui fait sens en switch théoriquement à jouer, mais Gordon Hayward est trop important. En fait, Gordon Hayward, c'est un peu leur Miles Turner, tu vois. Même si c'est le joueur qui est le plus important pour le fonctionnement global de l'équipe avec les pièces qu'il y a autour. On rappellera les Hornets, une des équipes statistiquement qui switch le plus en NBA. Hein. Donc on peut enchaîner avec l'Ouest. Et on va parler un peu... Je parlais de dynamique négative, de victoire 8 défaites sur les 10 derniers matchs. Les Spurs, on est bien situés à ce niveau-là. Alors, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, vous inquiétez pas, je ne vous fuis pas du regard. C'est en fait, on doit avoir 15 000 écrans pour cet épisode. Je suis donc sur une tablette en même temps l'ordi. Vous inquiétez pas, hein. C'est pour ça. C'est pour ça. On est donc avec les Spurs qu'on annonce du coup perdant dans le premier match du play-in qui va les opposer aux Memphis Grizzlies de Tom. Madiane, je suis obligé de te donner la parole parce qu'on sait que tu as une histoire d'amour un peu je t'aime moi non plus avec ces Spurs que tu as signalé cette année pendant la saison. C'était agréable à avoir joué, mais l'aventure va s'arrêter dès le premier match, selon toi. Oui, ça va s'arrêter là, mais en fait, je pense que ils se sont beaucoup reposés encore une fois sur la force de leur large rotation pour gagner des matchs. Mais en soi, quand il a fallu resserrer pour aller chercher les dernières victoires, les limites éclatent aux yeux de tout le monde. C'est-à-dire qu'ils ont pris des matchs au moment où tout le monde était un peu faible, un peu pas dans le coup. Mais là, on voit clairement les limites de cette affaire-là. Moi, j'avais à la fois les Spurs et les Knicks qui craquaient quand les deux étaient en play-off. Bon, finalement, il n'y a qu'une seule des deux équipes qui a craqué. Mais c'était prévisible malheureusement pour cette équipe. Et du coup, clairement, en plus, la dynamique des Grizzlies, moi, je les ai trouvés bien en forme, nos amis de Memphis. Et clairement, je vois pas comment ça peut passer face à des Spurs dans une telle dynamique. C'est pas DeRozan qui va pouvoir porter cette équipe au-delà parce que vraiment, autour de lui, c'est vraiment limité. C'est des jeunes, en plus, assez souvent. Il y a pas ce qu'il faut là, clairement, pour répondre aux armes des Grizzlies. Vous êtes très carré, vous respectez le timing presque trop, donc je vais vous lancer une question, les gars. Quand vous avez fait ce power ranking, j'ai placé les Spurs 19, donc dernier, comme je l'ai dit encore une fois, c'était mécanique, hein, parce que je me suis dit, ils vont perdre le premier match, donc je suis obligé de mettre les deux équipes des deux côtés qui ont perdu le premier match. Je me suis dit, alors certes, il y a 5 matchs d'écart avec, ce qui est énorme, hein, sur le classement de saison régulière avec les Grizzlies, mais est-ce que face à une équipe jeune des Grizzlies, je peux pas me méfier d'un coup de Trafalgar de Popovic sur un match coup sec? Est-ce que t'as pas eu ce sentiment-là, Tom, en remplissant ton classement? Oui et non. Alors, je dirais oui, tout simplement parce que voilà, les Spurs, c'est une équipe qui est vraiment très expérimentée. Quand tu prends par exemple Patty Mills, tu prends Rudy Gay, tu prends DeMar DeRozan, ce sont des joueurs qui ont vraiment, ils ont entre guillemets l'habitude entre des matchs coup près. Donc je pense que le côté expérience, mais moi en fait ce qui m'a fait pas trop les considérer en fait pour remporter ce match-là, c'est deux éléments. Le premier élément, c'est du coup la perte de Derrick White, qui est un joueur qui est hyper important pour ce qu'ils font. Et on l'a vu qu'on l'a joué avec Memphis cette année. Les matchs où il était là étaient un petit peu plus disputés. Et quand on les a affrontés sur un back-to-back homme-homme. Et du coup, lui, il était en reprise. Donc, on a vu quand il a joué, quand il était bon, que c'était pas du tout la même tournure des événements. Et je pense que le fait qu'il soit pas là, mais du coup, ça va forcer d'intercaler un joueur comme Lonnie Walker, qui, lui, en fait, c'est un joueur avec beaucoup plus de variance. Et je pense pas que ce soit qu'ils vont s'en sortir avec cette proposition-là. Et puis, la deuxième chose, c'est le fait qu'ils ont joué énormément de matchs en très, très peu de temps. Donc, je pense qu'ils tirent un peu sur la corde. Alors, après, on peut se dire que le fait d'avoir affronté les Pelicans, le fait d'avoir
que les Pelicans se soient mis hors jeu tout seuls très tôt, ça leur a permis de faire un peu plus tourner et du coup de reposer certains cadres, sachant que la 10e place était assurée et qu'ils allaient jouer leur survie lors du play-in. Mais je pense que c'est une équipe qui aura un trop grand je pense, déficit pour pouvoir gagner 2 matchs. C'est pour ça, enfin, je pense qu'ils peuvent battre Memphis, mais je pense pas qu'ils gagneront 2 matchs. Donc du coup, moi, j'ai pas fait le distinguo que tu as fait avec le fait d'aller plus loin. Moi, je me suis dit, j'ai classé en fait play-in. J'ai classé play-in, premier tour de play-off, deuxième tour et finale de conf comme ça. Madiane, je te pose la même question. Du coup, est-ce que t'as pas eu cette petite hésitation? Moi, je l'ai eu. J'avoue que je l'ai eu. Puis après, je me suis rappelé de la fin de saison des Spurs. Vous l'avez dit, c'est difficile. Ça, j'allais dire, c'est un ronron. Pas du tout. Là, le moteur est à plat. Est-ce que t'as eu cette hésitation-là? En fait, je commence de plus en plus à me méfier de Popovic et de ce qui peut sortir. C'est que est-ce que quelqu'un peut me citer le dernier coup d'inspiration de Popovic? Ouais, mais il joue plus trop les playoffs aussi ces dernières années. Non, c'est mais ça, le truc. est-ce qu'il joue plutôt les playoffs? Mais les derniers mémoires que j'ai de lui, c'est surtout de certaines conneries qu'il a pu commettre. Et du coup, je me dis, est-ce que Popovic, au vu de tout ce qui se passe chez lui, enfin, il a eu quand même, il a quand même eu pas mal de coups derrière la tête, Pop. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il est au même niveau d'implication avec son équipe qu'il a pu l'être par le passé, parce que tout simplement, il joue plus rien. Et clairement, à mon avis, il y a rien qui se prépare de derrière Je les te trouve fagots. dur personnellement. Je suis dur, mais j'adore. Alors moi, j'adore ce qu'il a décidé de faire depuis la bulle. C'était la bonne chose à faire, et je trouve que là, s'il rend cette équipe dans cet état-là, c'est beaucoup plus propre que quand c'était DeRozan, Aldridge et on jouait comme 10 ans en arrière. Donc moi, j'admire énormément ce qu'il a fait depuis 18 mois. Mais bon, quel coup tu peux vraiment faire avec ça? En soi, ils sont quand même limités dans un schéma très serré. Je vois même pas trop ce qui pourrait sortir de particulier qui poserait des difficultés. Leur schéma est quand même très petit avec finalement où ça court et ça joue avec énormément de jeunes. Que peux-tu faire de différent? Est-ce que tu fais starter Rudiger? Mais bon, tu le mets quoi à poste 4 et enfin voilà, on voit très vite que je vois pas les options qu'il a en plus. Avec vu comment ils ont joué, je vois pas ce qu'il pourrait faire de différent qui pourrait poser des problèmes. Donc à Memphis, pourquoi pas sur un match, mais de toute façon derrière il y a soit un chef cuistot un peu énervé et soit un monstre à 2 têtes. Là, il faut laisser tomber, hein. Je vois, tu ne penses pas au coup. Alors, je noterai juste, c'est pas le débat du jour, mais ensuite on va passer sur Memphis. Je trouve un peu dur de dire il a pas fait de coups ces dernières années parce que soit il était pas en playoff, soit il avait des équipes où, bah oui, les options étaient clairement limitées, en fait. Il pouvait pas, Aldridge, il va pas lui dire, bon, bah, tu vas switcher sur le périmètre et tu vas chasser Stephen Curry. En fait, il avait très très peu d'options. Là où il a un collectif qui en a peut-être un peu plus et encore. Enfin, moi, je me méfie des très bons coachs sur un match coup près. Parce que ils peuvent faire une adaptation en match. Et là où on voit que sur un match de playoff, sur une série de playoff, une adaptation en match, elle peut te coûter un match, là, elle te coupe ta saison. Donc, je m'en méfierais personnellement. Tom, si t'as un truc à rajouter par rapport à ça? Ouais, un peu comme toi, hein, je trouve que, enfin, t'es un peu dur, Madiane, dans le sens où il s'est quand même bien réinventé, Popovic, cette saison. Il a fait, enfin, tous les joueurs qu'il avait ont quand même un peu grandi. DeMar DeRozan fait une excellente saison, quand même de niveau All-Star, alors qu'on le croyait un peu perdu, vraiment pour la suite entre guillemets de sa carrière, même si c'est un bon joueur, quoi. Enfin, c'est un très bon joueur, même DeMar DeRozan. Mais enfin, globalement, ouais, je trouve que les Spurs seront un peu juste pour aller en playoff, quoi. Donc du coup. Même s'il fait un coup sur le premier match, après, je pense pas qu'il aurait. Si tu veux, l'avantage de coaching qu'il y aura avec Taylor Jenkins sera bien moindre avec, par exemple, Steve Kerr et même Vogel, quand tu vois l'écart de talent qu'il y aura avec les deux. Mais moi, je me pose la question si en fait Memphis, dans sa configuration, n'est peut-être pas une super équipe pour les Spurs. Eh ben, enchaînons.
Allons sur Memphis. Vas-y, Madiane, je te lance. Memphis et l'équipe de notre Power Ranking qui est donc, on est donc à la 17e place. On est donc, si je résume, sur Grizzlies, Spurs, Hornets, Pacers, des équipes qui, selon nous, vont s'arrêter au play-in. Je rappelle, messieurs, qu'on pourrait être ridicule dès ce week-end. Assumons-le. Il faut assumer parce que, mine de rien, moi, typiquement, je trouve que les Grizzlies sont une meilleure équipe que les Warriors en soi, mais qu'il y a un mec un peu énervé au poste de meneur chez les Warriors qui change tout en fait, qui peut vraiment changer beaucoup de choses. Et on a bien vu dans le match face aux Warriors, Memphis, quand ils reviennent, ils peuvent le prendre. Et puis, c'est Dylan Brooks qui sort pour sa 6e. Et là, il y a les chaînes qui se sont enlevées de Curry. Et à partir de là, il a sorti des tirs. En vrai, comment tu peux répondre? Tu te prends juste 2 stops de tir à 3 points, tu prends -6. Et c'est horrible, en fait, pour toi. C'est vraiment compliqué. Et je trouve qu'en plus, dans un match couperé, quand tu sais que tu cravaches pour revenir et pour rester dans le match, et clairement, je trouvais que ce que faisait Memphis, c'était bien, et en très peu de temps, ils peuvent te ruiner tes efforts, les Warriors, sous ce format-là. Et c'est ça qui va poser problème. Mais je trouve que Memphis est une équipe extrêmement intéressante. Moi, je trouve que en plus, quand même, on a un peu le retour au complet là qui s'opère. Moi, j'adore Jaren Jackson, hein, je l'ai jamais caché. Valanciunas, moi, je trouve que c'est un joueur qui peut poser beaucoup de problèmes aux Spurs parce que ils vont mettre Puttle dessus, mais il va se faire martyriser, clairement. Après, Grand ami de Ben, Jacob Puttle. Un grand ami de Ben, mais que je ne pensais pas non plus capable de faire une saison comme il a fait cette année. Bravo à lui. Mais Valanciunas, physiquement, il y a des choses qui se pardonnent pas. Moi, je trouve que typiquement face aux Spurs, entre Ja Morant et qui va beaucoup poser des problèmes aux lignes arrière aussi des Spurs, même si c'est des jeunes, défensivement, je les trouve quand même pas très solides sur les premiers pas et ils vont se faire beaucoup attaquer, je pense, sur leur ligne extérieure. À l'intérieur, un Valanciunas a un avantage physique démentiel et en plus, Pop aime beaucoup parfois jouer littéralement sans pivot. Mais est-ce qu'il a le matériel pour sortir Valanciunas du match? J'y crois pas. Et du coup, si Valanciunas, tu peux pas le sortir du match, il pose des problèmes derrière. Donc, je vois mal en fait comment les Spurs peuvent gagner ces matchs-là. Après, peut-être que je pourrais être très surpris, hein. Si ça se trouve, je vais passer très vite pour un idiot. Mais en tout cas, pour les Warriors, ce qui pose problème, c'est pas le collectif. On n'est pas sur les Warriors, Madiane. On enchaîne. On n'est pas encore sur les Warriors. Gardez des... Mais voilà, donc je trouve que l'équipe est très bonne collectivement et qu'ils pourraient faire des choses, mais que la théorie du meilleur joueur va leur revenir très vite dans la tête. Tom, je te lance sur Memphis et ensuite je vous poserai une petite question par rapport... Grave erreur, messieurs, chers auditeurs, grave erreur de leur avoir dit « Ah les gars, vous êtes bons », parce que là, j'ai libéré la libido des mecs. Donc voilà, allons-y. Tom, Memphis, on te laisse la parole, c'est ton équipe. Tu penses quoi? Donc en gros, selon toi, ils gagnent le premier match et ils perdent le deuxième. En gros, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a un trop gros en fait delta de confiance collective en fait. Il y a un trop gros delta de confiance collective entre les Warriors et Memphis. On l'a vu sur le match d'hier. Alors oui, Memphis a pas mal de problèmes, notamment pour mettre ses tirs à 3 points. Mais ils sont aussi tombés dans le piège des Warriors de les forcer à shooter énormément de flotteurs, des flotteurs qui sont rentrés en première mi-temps, mais qui ne sont pas rentrés en seconde. Là, donc, au bout d'un moment, échanger les 2 points contre des 3 points. On a Stephen Curry qui prend 22 3 points, il en met 9. Memphis dans le match d'hier, on en met peut-être 8 en tout, sur tout le match. Donc, clairement, je pense que, et même le côté notion des détails, tout ça, je pense que les Warriors sont beaucoup plus forts
globalement sur le jeu de détail et en termes de niveau d'équipe que Memphis. Donc je pense que Memphis va s'arrêter, Memphis va s'arrêter peut-être après le premier match. Je ne les vois pas aller en playoff. Et puis de toute façon, aller en playoff, ce serait que du positif, tout simplement parce que si on n'avait pas le système de play-in, à l'heure actuelle, Memphis serait en vacances. Donc il n'y a rien à perdre. Très bien. Alors, avant d'enchaîner et d'entrer donc dans les playoffs, parce qu'on a éliminé les 4 équipes du play-in, je suis obligé de poser cette question. Si, d'aventure, une de ces équipes allait en playoff, selon vous, c'est qui ? Qui peut aller ? Alors, on est d'accord pour dire, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça serait une véritable surprise de voir une de ces 4 équipes aller en playoff. Mais si vous deviez miser quelques billets sur une des 4 équipes qu'on vient de citer, je rappelle donc Pacers, Hornets, Spurs et Grizzlies, qui va en playoff ? En quelques mots. Moi, je dirais les Hornets parce que le déficit de talent est moindre avec la probable équipe qui sortira en fait de l'autre côté. Ok. Et toi, Madiane ? Je suis plus Grizzlies parce que les Warriors peuvent peut-être ne pas faire le match qu'il faut. Et face à ces Grizzlies-là, si tu fais pas le match qu'il faut, tu peux très vite te retrouver pas bien et sortir. Je vais peut-être dire Grizzlies aussi. Ah, Tom, par superstition, qui ne va pas dire son équipe. Non, mais je comprends, en fait. je comprends. Je pense que ça se joue entre les deux, ouais. Ça se joue clairement entre les deux. Je dirais peut-être, sur les mêmes arguments que Madiane, un match où Curry est pas forcément dedans, où les autres à côté sont pas forcément dedans. Draymond Green, il est toujours dedans quand ça compte. Toujours dedans non, quand ça compte. Donnez-moi les Hornets, en fait. Je change d'avis. Andrew Wiggins peut nous sortir une masterclass de non-match assez vite. Donc on va prendre les Hornets. Non, Draymond Green toujours dedans. On va se caler du coup sur les Hornets comme l'équipe qui pourrait peut-être créer la surprise. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. On rentre dans les playoffs et on va commencer parce qu'on est d'accord sur une chose, c'est que les équipes qu'on classe au bas des playoffs se situent à l'est. On a donc les Wizards et les Celtics qui sont quasiment tombés sur une égalité dans nos classements. En tout cas, ce sont les Wizards qui sont en dessous, avec les mises à jour des classements de tout le monde. Messieurs, j'aimerais bien qu'on prenne Wizards et Boston un peu ensemble, parce qu'ils vont jouer le play-in, l'un contre l'autre, puis aussi qu'on les voit pas forcément faire une longue campagne de play-off. Allez, je vais te lancer toi, Tom, on va intervertir les rôles. Tu penses quoi de ces deux équipes sur le play-in et puis ensuite sur leur campagne de play-off? Je pense que ce sont deux équipes qui ont des dynamiques qui sont diamétralement opposées et qui fait qu'au final, elles se rejoignent un peu au milieu. Après, je pense que globalement, que le niveau des Celtics actuel est plus... Enfin, s'ils doivent jouer leur tête, je pense qu'ils seront bien meilleurs en fait je pense qu'ils seront bien meilleurs que les Wizards et qu'ils vont essayer d'utiliser Russell Westbrook contre lui-même. Donc, je pense que, par exemple... on peut voir sur ce type de match-up que ils vont mettre Marcus Smart sur Bradley Beal, vu qu'il est déjà un peu amoché. Et je pense qu'ils vont mettre peut-être Kemba Walker sur du coup Russell Westbrook. Vu que Russell Westbrook a l'avantage de taille, il va peut-être jouer un peu aux individualistes, un peu comme il a fait contre les Hornets. Et ça peut ne pas suffire, puisque à côté, Boston est une équipe beaucoup plus complète en fait. Même si je pense qu'au niveau du banc et de la rotation, il y a pas mal de joueurs qui sont jeunes, qui n'apporteront pas, sur lesquels tu n'as pas forcément de garantie. Mais je trouve qu'en fait, que cette équipe-là, même si elle est un peu décevante globalement, elle est bien meilleure que les Wizards le sont, quoi. Et puis, les Wizards n'ont aucune solution pour Jason Tatum, quoi, puisqu'ils ont rien à mettre sur lui. Enfin, Bertans, je suis désolé. Enfin, Bertans, Hachimura, en termes de match-up, lui, je pense qu'il va se régaler. Et puis, Evan Fournier aussi, qui est un joueur plutôt... qui posera de problème, je pense, pas mal aux Wizards, puisque qui ils mettent sur lui. On sait qu'il y a eu un petit antécédent l'an dernier avec Bertans par rapport au fait que l'un ne voulait pas aller dans la bulle, tout ça. Donc je pense que ouais, il y aura quand même pas mal de friction, mais je pense que voilà, en plus ils ont Brad Stevens, ils ont l'avantage. Donc je pense que sur ce match-là, il y aura pas le match. Je pense pas que le match sera très très serré. Je pense que les Celtics l'emporteront.
J'avais oublié l'antécédent Bertans-Fournier. Toi, Madiane, sur ce play-in, et puis ensuite, pour la suite, allez, la suite, on va se concentrer, vu que tous, on met un peu les Wizards un peu en dessous. Les Wizards, s'ils perdent ce match, c'est ce qu'on pense un peu, devraient affronter donc les Sixers. Qu'est-ce que t'en penseras? Et puis, du parcours des Wizards, tout simplement. Je pense que les Wizards peuvent être typiquement l'équipe qui vont gagner le premier match face aux Sixers. Ça peut être typiquement le genre d'équipe qui arrive pleine bourre, play-in, qui prennent le premier match face aux Sixers. Mais après, sur la dynamique d'une série, il y a quand même trop de matériel en face qui pose problème. Notamment, en fait, c'est une équipe qui peut te défendre sur tes extérieurs, les Sixers, mais surtout qui va te poser des problèmes de l'autre côté, plutôt autour de ton secteur intérieur, un peu là où ça fait mal pour les Wizards. Du coup, ils vont appuyer pile là où ça fait mal pour les Wizards et ils ont le matériel pour aller à la fois défendre sur Bill et sur Westbrook. Et à partir de là, en fait, je vois mal. Enfin, Robin Lopez, il peut très vite sortir du match face à un Joel Embiid. Malheureusement, derrière, tu fais quoi? Tu as Harris en plus sur le secteur intérieur. Tu as un Ben Simmons. En fait, ok, il y a le manque de jump shot. Ok, il y a ce genre de choses. Ça pull up pas forcément côté Sixers. Mais là, sur le match-up, ça va pas le faire à mon sens. Et oui, ils peuvent prendre un match, clairement. Sur le match qui tourne bien, où les deux extérieurs tournent bien, que ce soit à la fois Westbrook et Bill, il faudra les deux. Mais au-delà d'un match ou deux, et en vrai deux, ce serait déjà pas mal. Je vois pas comment ils peuvent passer les Sixers. Ma petite, pour ceux qui sont sur YouTube, ma réaction surprise vient du fait que je me prends une série d'orages, le ciel est noir, j'ai l'impression c'est terrifiant, hein. Donc on va continuer à parler NBA. Donc par rapport aux Wizards, pour vous donner un peu mon avis, et par rapport aux Celtics aussi, je suis d'accord avec Tom, en fait ces deux équipes se rejoignent alors que leurs saisons sont un peu différentes, même si elles se rejoignent sur un point, c'est qu'elles sont... Alors, oui et non. Pour les Wizards, on nous aurait dit finish 8, on aurait dit parfait. Mais en fait, c'est le scénario qui est un peu étrange. Pour les Celtics, la perte de Jaylen Brown, clairement, là, on a signé, c'est une saison vraiment cauchemardesque. Et c'est assez difficile, du coup, pour les fans des Celtics, qui pouvaient avoir de l'espoir, parce que je pense qu'avant la saison, on leur aurait annoncé que les Knicks et les Hawks finiraient avant, ça aurait pu être difficile à encaisser. Pour le match de play-in, je pense que je vais donner l'avantage à Boston. J'en parlais à Tom avant de débuter. Sur Kemba Walker, en fait. Je pense que ça peut être clairement un match où Kemba Walker peut faire la différence. On sait qu'il est en délicatesse, les back-to-back, il les joue pas. Sa signature du côté de Boston est parfois remise en question. Et je pense, ça s'approche vraiment très proche de chez moi, hein. C'est incroyable. Je pense peut-être que les auditeurs vont l'entendre. En tout cas, je pense que ça peut être le match pour les Celtics où Kemba Walker se révèle. Et ensuite, pour les Wizards, tu l'as dit, Madiane, ils peuvent faire un coup, et je sais même pas, c'est-à-dire qu'en fait, à part sur du pull-up d'un Bradley Beal dont on ne connaît pas l'état de santé, je vois pas ce que peuvent proposer les Wizards pour inquiéter les Sixers. Et alors le secteur intérieur, vaut mieux même pas en parler en fait, parce que ils ont rien. Ils n'ont absolument rien pour répondre à Joel Embiid. Tom, qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Que les Wizards, un peu comme tu l'as mentionné, la blessure de Bradley Beal, c'est un gros point d'interrogation, hein, puisqu'on sait pas, on sait pas comment il sera, dans quel état de santé il sera, surtout que là, s'il doit enchaîner entre guillemets les deux matchs du play-in, il va pas être tout frais pour débuter les playoffs. Donc ça peut aussi peut-être jouer, et peut-être, j'espère pas pour lui, mais il peut risquer d'aggraver sa blessure au moment d'aller affronter voilà, tous les extérieurs défensifs des Sixers. C'est pas forcément le bon plan. Après, pour ce qui est de ce que tu as dit sur Kemba Walker, cette saison, quand Kemba Walker est bon, les Celtics sont bons. Kemba Walker, il est bon souvent, c'est juste qu'il peut pas, enfin, il avait des difficultés au niveau de ses genoux, donc il ne pouvait pas jouer trop souvent, il ne pouvait pas enchaîner. Là, je pense qu'avec les playoffs, ça ira beaucoup mieux. Et je pense qu'on aura un Kemba Walker plutôt fringant. Et donc sur le play-in, franchement, je vois pas de problème. Et pour revenir sur le premier tour des Wizards, je pense qu'ils sont au maximum de ce qu'ils peuvent faire avec ce qu'ils ont cette saison. Franchement, faut vraiment féliciter cette équipe-là, puisque
comme tu l'as dit, Madiane, en février, c'est une équipe qui était donnée quasiment pour morte. Il y avait des podcasts partout pour dire ouais, il faut que Bradley Beal demande son transfert, voilà, il faut faire quelque chose avant la trade deadline. Au final, l'équipe a tenu bon malgré tout ce qui s'est passé cette saison. Ils ont totalement changé la rotation intérieure la rotation intérieure en donnant des minutes à des pivots défensifs, puisque au final Russell Westbrook n'avait plus besoin de stretch 5 pour pouvoir attaquer l'arceau. Donc du coup ça a diamétralement changé l'équipe. Ils sont devenus viables défensivement, mais là ils sont au max. Ils n'ont pas de marge en fait. Ils n'ont vraiment pas de marge, ils sont au max. Et qu'est-ce qu'on peut penser du coup, on a un peu parlé des Celtics sur ce play-in, un peu moins sur les playoffs. Ils devraient jouer l'ogre Nets, je sais pas trop, je vais appeler ça l'ogre Nets, on en parlera dans quelques jours, mais un ogre qui a une béquille en fait, c'est un peu un ogre un peu particulier. C'est un ogre théorique. Le Run DMP. C'est mais ça reste beaucoup trop fort pour ces Celtics. En fait, c'est ça. Alors, avant de vous lancer, des fois le problème de faire des previews playoffs, c'est qu'il y a des évidences. C'est-à-dire que les Nets sont plus forts que les Celtics. On peut pas faire une analyse de 15 minutes sur ce point-là parce qu'ils sont plus forts. Mais Madiane, je vais te laisser la parole. Franchement, j'aurais voulu voir ce match-up au complet parce que la théorie des Nets maintenant est à l'épreuve des faits. Et théoriquement, on en parlera, c'est une très forte équipe. Mais maintenant, les Celtics, ils sont limités. Là, en arrivant dans ces playoffs, ils n'ont pas forcément fait la saison qu'il fallait en plus avant. Donc, mais sans Jaylen Brown, là, on parle de l'ordre du quasi impossible. En tout cas, avec des Nets théoriques, c'est-à-dire avec les trois monstres qui jouent ensemble. Après, c'est ce que je dis. C'est à partir du moment où ce sera du 2/3. Moi, je les vois toujours passer les Celtics, mais ça peut devenir plus disputé. Donc voilà, pour moi, à 2/3, ils peuvent les passer encore et ça devrait suffire. Mais c'est dommage parce que au complet, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus intéressant. Et là, la marge d'erreur des Nets aurait été beaucoup plus infime. Là, ils ont trop de marge et du coup, je pense qu'ils vont passer. Tom, et puis ensuite on basculera du côté de l'Ouest. Je pense que Boston, là, ça va être. Là, la marche est beaucoup trop haute, puisque, par exemple, quand tu fais. Si tu fais une cartographie de tes match-ups quand tu arrives en playoff, tu te dis, ok, on sait que quand on ira en playoff, notre meilleur joueur, il aura forcément l'avantage sur le meilleur joueur adverse. Et notre deuxième meilleur joueur aura forcément l'avantage sur le meilleur joueur adverse, le deuxième meilleur joueur, par exemple. Sauf que, en fait, le problème avec les Celtics, c'est que ils n'ont aucun avantage en fait. Sur ce match-up là, ils n'ont même pas la profondeur pour eux puisqu'ils ont énormément de jeunes. Là où les Nets, en plus d'avoir la puissance de feu, le talent, ils ont aussi l'expérience de tous les vétérans et ils ont des role players et les Nets ont des role players qui ont bien évolué. Là où du côté des Celtics, tu as pas mal de jeunes joueurs qui se cherchent encore et tu sais pas vraiment, tu vas faire peut-être confiance à 7 joueurs. Donc je pense que la série risque d'être courte. Je pense qu'ils peuvent avoir les moyens d'en prendre peut-être un, peut-être deux sur un coup de folie, mais je les vois pas. Ça risque d'être un gentleman sweep, puisqu'ils ont vraiment pas les armes. Et après, il faut voir avec l'orgueil du fait de tout ce qu'il y a eu avec Kyrie, tout ça, l'orgueil de retrouver Kyrie Irving, de vouloir finir, de vouloir ponctuer entre guillemets la saison sur une note positive. Donc je pense que c'est une équipe qui il n'y aura pas de no-show, puisque c'est une équipe qui joue généralement au-dessus de son niveau de talent quand il y a de l'enjeu, et qui se laisse endormir par des équipes plus faibles quand il n'y en a pas. Donc je pense qu'ils seront au niveau, mais qui perdront facilement. Question, est-ce que les deux équipes, c'est-à-dire les deux équipes qui sont Celtics et Wizards, avant de passer, on va parler des Warriors ensuite, est-ce que ce sont deux équipes qui préféreraient jouer les Sixers? Ouais, moi je pense que oui. Moi je pense que les Celtics ils préféreraient jouer les Sixers puisque ils ont déjà décelé des faiblesses, ils les ont sweepés l'an dernier. Ils savent
ils savent, même si il y a quand même, il y aura toujours la problématique de Joel Embiid que tout le monde aura lors de ces playoffs-là, mais ils ont un vécu, je pense qu'ils ont même un mini ascendant psychologique par rapport aux différents échecs que les Sixers ont déjà pu avoir contre eux. Donc je pense que les Celtics, ça aurait été peut-être un match-up plus avantageux pour eux, entre guillemets, s'ils affrontaient les Sixers. Il y aurait eu peut-être plus de chances. Là où les Wizards, de l'autre côté, je pense que les Wizards, ce serait limite mieux pour eux qu'ils affrontent les Nets. Il n'y a pas de défense. Ils vont jouer à qui score le plus de points. Sauf que tu gagnes pas face aux Nets qui score plus de points, mais au moins c'est marrant. C'est ça, et puis même, c'est moins difficile. En tout cas, c'est moins difficile que pour Philly où tu t'attends à une défense rugueuse, quoi. Tu t'attends vraiment à une défense rugueuse et où tu n'as aucun avantage, en fait. Très bien. Donc, comme on peut le voir dans certains tournois olympiques, tu aurais presque intérêt à perdre le premier match, même si c'est un risque. Mais bon, j'ai hâte de voir si le play-in s'installe, si un jour on verra pas ce genre de stratégie. Et on va terminer avec les Warriors, parce que oui, les Warriors sont selon nous la dernière équipe qui jouera le play-in dont on va parler aujourd'hui. Comprenez donc qu'on va parler des Lakers dans l'épisode prochain, ce qui sous-entend qu'on pense que les Lakers vont aller loin. Les Warriors, donc en théorie, on pense qu'ils devraient jouer Utah, et je sais que ça va... Tom va s'arracher les cheveux, il a les cheveux courts, Tom, mais va s'arracher les cheveux quand je vais lui dire ça, mais Madiane a pu me dire, quand Tom n'était pas là... tu sais où je vais, tu sais où je vais, Tom. Tu sais où je vais. Il a pu me dire que bon, ça serait pas... Alors, je paraphrase, tu me diras si je suis dans le vrai, Madiane. Alors oui, le Jazz est favori de cette série, si ça tombe 1-8, le Jazz est favori, le Jazz devrait gagner, mais il ne serait pas complètement surpris si jamais il y a un upset. Mais il donne le Jazz largement favori, quand même. Est-ce que j'ai raison? Ou est-ce que je trahis ta pensée? Non, c'est exactement ma pensée. En fait, je pense que Stephen Curry est un problème pour le Jazz, et que s'il y avait une équipe avec le joueur le plus fort à un poste, le pire poste pour le Jazz, c'est quand le meilleur joueur adverse, c'est un extérieur capable d'embêter à la fois tes postes extérieurs et Rudy Gobert. Tu as le droit de continuer, Mathieu. Ah, c'est un arrêt de phrase très artistique. Un arrêt de phrase pour avoir la réaction de Tom à chaud. Vu qu'on le tease beaucoup là. Ah non, mais je pense que voilà, les Warriors, on n'est pas sur la proposition on n'est pas sur des We Believe Warriors, hein, puisque Steph Curry, Baron Davis, il n'était pas MVP, il n'était pas niveau MVP, hein. Là, Steph Curry, il est niveau MVP cette saison. Donc je pense que oui, il y a moyen, il y a vraiment moyen que les Warriors embêtent le Jazz, embêtent n'importe qui. Mais de là à dire que c'est le pire, que c'est pas un bon match. En fait, t'es à l'ouest, au bout d'un moment, c'est qui le meilleur match-up plutôt que les Warriors pour le Jazz, tu vois, à ce moment-là. Parce que, les Lakers, ils auraient pas. Les Lakers, c'est pire. À partir du moment où tu as un des deux meilleurs bilans, c'est soit les Lakers, soit c'est Golden State. Et au bout d'un moment, je pense que tu préfères tous les jours affronter Golden State plutôt qu'affronter les Lakers au premier tour. Donc, mais je pense qu'ils auront des maillots du Tennessee pendant le play-in en regardant le match, parce que si c'est Memphis, ça les avantagera beaucoup plus. Ah, clairement. Après, les Warriors, c'est une équipe qui, c'est une équipe qui a eu plusieurs saisons dans sa saison. Il y a eu le début de saison. Après, il y a eu la blessure de Wiseman qui sort de la rotation. Ils mettent des joueurs compétents. On va pas. Ben oui, c'est. faut dire ce qu'il y a, hein. Puisque c'est une équipe qui voulait développer Wiseman par rapport au niveau plafond de l'équipe et aussi par rapport à sa valeur de trade. Sauf qu'avec sa blessure, ils ont mis des joueurs qui étaient capables de jouer, qui étaient meilleurs que lui. Et du coup, l'équipe a changé totalement de trajectoire. Et puis, tu as eu l'avènement aussi de joueurs comme Jordan Poole, qui a fait une grosse deuxième partie de saison et qui est un peu un joueur
à la Clarkson qui arrive à se créer son attaque tout seul et qui arrive aussi à bien dégainer de loin. Donc je pense que voilà, c'est une équipe qui se battra pas elle-même en fait. C'est ça le truc avec les Warriors, c'est il va falloir les battre, il va falloir les sortir. Et je pense que si Utah ne les sort pas, c'est un gros problème. c'est un gros problème. C'est un gros problème si Utah ne les sort pas parce que pour moi, hein, Utah est largement une meilleure équipe que ça. Après, est-ce qu'ils vont les sweeper? Je ne pense pas. Est-ce que ça peut aller en 7 matchs? Je pense peut-être. Est-ce que ça a des chances de se finir en 6? Je dirais oui. T'es serein s'il y a un 7 Utah? Franchement, je suis pas serein s'il y a un 7. Je suis pas serein parce que s'il y a un 7, c'est qu'il y a eu des problèmes quand même pendant la série. Non, je pense pas qu'il y aura un 7. Hein. Je pense pas, hein, mais... Honnêtement, s'il y a un 7, j'aurais plutôt tendance sur un 7. Alors, faut voir la physionomie, mais sur un 7 où tu me dis il y a un match couperé qualificatif, ça... Enfin, Utah a malheureusement l'espace pour laisser Stephen Curry mettre des dingueries. En fait, c'est ça qui me gêne. C'est qu'ils ont du mal, ils ont vraiment du mal face à typiquement ce genre de joueur qui, en fait, vient appuyer là où ça fait mal. Et moi, je ne serais pas surpris c'est ce que je disais en off, je ne serais pas surpris de voir Utah mettre Royce O'Neal sur Stephen Curry. Je commence de plus en plus à y penser en me disant, est-ce que vraiment je tente pas un truc parce que c'est vraiment la grosse menace à neutraliser. Il galère sur les petits Royce O'Neal. Hein. Sur les 3, il y arrive, et sur les petits, il galère. Hein. Moi, je serais pas sûr. Hein. Après, pour répondre aux Warriors, alors moi, je vais aller contre Madiane, mais pour des arguments différents. Je pense que c'est le match-up parfait pour Utah pour une raison. C'est parfait pour eux. C'est une équipe dont, je pense, en se basant un peu sur le passé, on offre du crédit aux Warriors. Peut-être ils méritent pas, ou enfin pas entièrement, et c'est la parfaite équipe à aller éliminer pour Utah pour un peu s'offrir du crédit, voilà, prouver qu'ils sont là, prouver que ce n'est pas une équipe de saison régulière mais que c'est plus que ça. Donc moi je crois alors oui, Stephen Curry va poser problème, mais si on prend un petit peu le corollaire de notre théorie du meilleur joueur disponible, 2, 3, 4, 5, il pratiquement soit c'est à Utah, ça dépend où tu mets Draymond Green dans un contexte playoff. Mais il y a un moment, il est très haut. Il y a trop de densité du côté d'Utah. Il y a beaucoup trop de pièces en l'air du côté. Tom faisait la liste des joueurs qui ont été introduits au cours de la saison. C'est des belles histoires en saison régulière. Est-ce que je vais leur faire confiance sur des matchs de playoff? Je me demande. Donc, en fait, je trouve que les Warriors, de par leur stature et leur passé récent, on les voit très beaux et c'est parfait pour Utah. Ça leur permettra d'asseoir leur première place, voilà, qui est méritée. On rassure les fans du Jazz. Peut-être qu'il y en a qui nous écoutent. On parlera pas du Jazz aujourd'hui. Hein, là, en fait, je pense que les auditeurs, ils se disent, oh là là, quand est-ce qu'ils vont parler de mon équipe? T'as pas envie qu'on parle de ton équipe aujourd'hui? Malheureusement, chers fans des Knicks, c'est à ce moment-là que l'on parle de votre équipe. Et c'est assez salé parce que la première équipe qui n'est pas dans le play-in, dont on parle, est non seulement 4e, a donc l'avantage du terrain. C'est quand même... Messieurs, je me pose en avocat du diable. Est-ce que les fans des Knicks vont pas se dire, bon, au bout d'un moment, ça fait une saison qu'on vous prouve qu'on est capable de déjouer vos pronostics. Quand est-ce qu'on va être pris au sérieux, Madiane? Je vous avoue que j'arrive toujours pas à y croire, hein, perso. Hein. Moi, je suis parfois extatique devant la capacité des Knicks à gagner des matchs qu'ils doivent pas gagner. En fait, ça me... On va dire quoi? Si battent les Hawks, enfin... En fait, je trouve que les Hawks ont plus de fondamentaux que les Knicks dans est-ce que ça joue mieux côté Hawks? Oui. Est-ce que j'ai l'impression que l'équipe tourne mieux côté Hawks? Oui. Est-ce que les Knicks se sont passés devant les Hawks? Oui aussi. Mais pourtant, ça ne fait pas sens pour moi. En fait, il y a une rupture logique pour moi. Je vois les Knicks, je vois ce qu'ils font. Je trouve ça très bien, hein. Mais je trouve quand même que les Hawks sont meilleurs, même s'ils sont derrière au classement. Je n'arrive pas conceptuellement à briser ce truc-là. Et on voit quand même, enfin, c'était du coup le week-end dernier, j'ai quand même regardé les deux matchs. Il y a des moments où c'est laborieux. Il y a quand même des limites dans l'effectif des Knicks où tu te dis, mais comment tu fais pour avoir un tel poste 1?
c'est incroyable pour moi. Vraiment, hein. Le poste 1 qu'ils ont et là où ils sont, ça me paraît. C'est vraiment surréaliste. Hein. Quand j'étais coach des Knicks dans le podcast, bon, ben oui, vivement qu'il y ait un vrai poste 1 parce que vraiment là, ça le fait pas. Et puis là, c'est en playoff. Il y a Trae Young en face. Je trouve, il y a beaucoup plus d'armes, de diversité, de profondeur. Il y a pas mal de choses qui peuvent sortir de la boîte côté Hawks et pas mal d'ajustements qu'ils peuvent faire. Ah, ok, le coach est un peu suspect parfois sur les ajustements en playoff. On en parlera. Le coach des Hawks a un casier judiciaire dans le domaine. Néanmoins, les Knicks, on sait ce qu'ils vont faire. Et ce sera aux Hawks de les arrêter. Et je pense que les Hawks ont quand même les armes pour réussir quelque chose et les arrêter. Les Hawks sont quand même sur plutôt une bonne tendance, une meilleure tendance que les Knicks. Les Knicks se sont maintenus tout au long de la saison à un très bon niveau. Et les Hawks ont plutôt été pas bons au début et sont remontés plus que les Knicks. J'ai plutôt l'impression que si je devais donner l'équipe sur la deuxième partie de saison qui était meilleure que l'autre, je donne les Hawks, donc je mets les Hawks. Après, ça peut être un biais, parce que sur les 10 derniers matchs, les deux équipes sont à 7-3, hein, par exemple. Elles ont le même bilan les 10 derniers matchs. Avant de te donner la parole, Tom, je dis depuis des années que selon moi, les Hawks iront aussi loin que où tu attaqueras Trae Young sur une série de playoffs. Ils sont de la chance parce qu'ils ont joué l'équipe où on peut pas attaquer Trae Young. C'est-à-dire que je ne parie pas sur la capacité qu'aura un Elfrid Payton à attaquer un Trae Young. On en parlait avec Madiane un peu avant. Pour moi, en fait, tu fais même sortir Payton de la rotation. Il faut quelqu'un à la main qui attaque. Et le problème, c'est que tu n'as pas vraiment. Ça ferait jouer du Derrick Rose ou même tu parlais Madiane de Quickley. Enfin. C'est en tout cas dans ton 5 titulaire, c'est un vrai problème que ton meneur de base titulaire sur la saison ne soit pas en capacité de faire payer Trae Young parce que c'est ce que tu dois faire pour battre ces Hawks. Je rassure les fans des Knicks, je les ai quand même mis au-dessus des Hawks parce que je pense que cette faiblesse sera et la faiblesse globale des Hawks en défense sera utilisé un moment par les Knicks. Mais j'avoue que c'est, comme Madiane, ça a été le match-up sur lequel j'ai pris le plus de temps à me décider parce que je trouve que c'est vraiment ces deux équipes qui arrivent avec des incertitudes. Tom? Oui, c'est un match-up un peu indécis. Moi, j'ai pris le pari du coup de mettre les Hawks devant, tout simplement par rapport à la flexibilité en fait qu'ils ont dans l'effectif. Là où les Knicks, ils ont pas vraiment de... Si jamais ils se prennent une droite en playoff et que du coup, ce qu'ils font depuis le début de la saison régulière ne fonctionne pas, ben, je vois pas où est-ce qu'ils peuvent aller pour changer les choses. Là où les Hawks peuvent offrir beaucoup plus de combinaisons, ils peuvent jouer grand, ils peuvent jouer un peu petit. Là, il y a le retour du coup de DeAndre Hunter qui va beaucoup les aider, ça rajoute de la profondeur. Après, on a vu que les Hawks étaient pas mal en difficulté face à Julius Randle parce qu'il leur met 2 fois 40 points sur les affrontements qu'ils ont eus. Mais globalement, je pense que sur l'ensemble d'une série, ils ont beaucoup plus d'armes, ils ont beaucoup plus de puissance de feu pour embêter en fait les Knicks et qu'à un certain moment, enfin, je pense qu'à un certain moment, il va falloir que les Knicks puissent passer un nouveau cap offensivement, même si bon, sur la fin de saison, ils shootent très très bien, à 3 points. Mais je pense que les Hawks vont prendre le pari de les laisser shooter pour essayer de bloquer, entre guillemets, Randle. Et je pense que ça peut vraiment leur poser problème. Et puis, on sait ce qui se passe généralement avec les équipes de Thibodeau arrivant en playoff. Bah, tout le monde fait jouer ses meilleurs joueurs plus de minutes. Donc, du coup, l'avantage que tu as quand toi, tu fais tes titulaires jouer contre des bancs, bah, tu perds un peu le bénéfice de cet avantage-là. Et puis, tu as aussi des problèmes de moteur, quoi, puisque les joueurs ne tiennent plus. Et puis à noter aussi par rapport à ce Hawks Knicks, si ça part sur un match d'attaque, si la défense des Knicks n'arrive plus à tenir comme ça, Trae Young il va leur en mettre 40. Hein. Enfin franchement, je trouve que si ça passe sur un match d'attaque, je suis pas vraiment serein sur les Knicks. Je vous avoue que celui-ci, j'ai changé d'avis 3 fois dans l'après-midi. Hein. Il est extrêmement compliqué parce que tu vois la voie pour les deux équipes, tu vois ce que chacune des deux équipes doit faire pour gagner, mais tu es juste pas sûr si elle arrivera à le faire. Et c'est vrai, les Hawks sont profonds. Après,
petit dernier argument, l'expérience plaise quand même largement en faveur des Knicks. Hein. C'est niveau expérience, c'est une des équipes les moins expérimentées qu'on a dans le plateau. Ouais, les Hawks. On peut continuer et après on va parler des Knicks, on va parler des Mavericks. Messieurs, je vais vous donner un défi, me parler des Mavs sans trop me parler de leur match-up du premier tour. Mais vu qu'ils vont probablement sortir au premier tour, ça va être difficile selon nous. Les Mavs, en tout cas, c'est une saison. Est-ce qu'on peut parler de saison là au moment où on en est? Ils ont fini quoi? Ils ont fini, je réactive la table. Cinquième, et je cherchais le bilan. 42 victoires, 30 défaites. Ils sont pas loin des 60%. Positif, mais le premier tour est trop difficile. C'est ça, Madiane? En tout cas, ils ont retrouvé ce qu'on souhaitait voir, ils ont pas équilibré leur équipe. Ils sont repartis à l'assaut des paniers adverses et je trouve ça beaucoup mieux. En tout cas, je trouve qu'ils sont bien mieux sous une forme plus offensive comme ils nous ont montré à partir de la seconde partie de saison et c'est ce qui leur a permis de faire tous ces bons résultats. Moi, je trouve que c'est pas une bonne équipe à prendre. En tout cas, je les trouve vraiment forts et s'ils avaient eu la bonne idée d'être plutôt sixième, ils auraient fait un parcours beaucoup plus intéressant. Honnêtement, il faut être honnête, en étant sixième, on aurait pu voir des choses beaucoup plus intéressantes. Là, bon, d'entrée, c'est l'os. Mais ils ont les armes, ils ont ce qu'il faut. Il faut juste jouer. En fait, faut forcer l'équipe adverse à jouer, à essayer de répondre aux questions que vont poser à l'équipe adverse. C'est-à-dire comment tu nous arrêtes défensivement. Ok, tu arriveras à mettre des points, mais est-ce que tu arriveras à en mettre autant que nous? Et comment tu nous arrêtes défensivement? Faut vraiment que les Mavs posent ces questions à l'équipe adverse. Et si ça tourne bien, ça peut, en fait, la variance de cette équipe fait qu'elle peut très vite te mettre à 2-0 dans une série. Et à partir de là, tu as un sentiment d'urgence qui fait que ça peut vite mal tourner. Je trouve que c'est une équipe pas bonne à prendre, en tout cas, au vu de sa configuration, de la façon dont ils jouent et des capacités qu'ils ont. Et le meilleur joueur de la série, ok, tu peux te dire quand tu es les Clippers que c'est toi qui l'as, mais c'est pas forcément évident au vu de ce qu'on a vu l'an dernier. Tom, c'est quoi la différence si je demande un petit comparatif entre cette série-là et celle qu'on a vue dans la bulle? Je pense qu'il y aura pas énormément de changements, même si bon, il y a l'addition côté Clippers par exemple de joueurs comme Serge Ibaka, il y a eu un changement de coach, il y a plus de ball movers entre guillemets, donc il y aura moins, ce sera moins chargé d'isolation tout ça. Mais je pense que Luka Doncic, il est plus fort. Enfin, même si les stats sont entre guillemets les mêmes, mais moi je le trouve beaucoup plus fort cette saison. Il fait encore moins d'erreurs, il arrive un peu à opposer de la résistance en défense. Je trouve qu'il s'est amélioré, même si c'est pas forcément très perceptible sur les stats. Je pense qu'ils ont aussi un an de plus tous ensemble, puisque l'équipe, mis à part cette Curry, l'équipe a très peu bougé globalement. Et je trouve qu'ils ont plus d'armes pour s'équilibrer cette saison. Les Mavs, même s'ils sont un petit peu, même s'ils seraient peut-être un peu moins bons en attaque. Donc globalement, ce qu'il va falloir voir, c'est que l'année dernière, ils n'avaient pas Jalen Brunson, qui fait une excellente saison pour eux cette saison. Donc là, ils l'auront. Donc c'est une arme en plus qu'ils auront. On peut espérer peut-être Porzingis. On sait ce qui s'est passé la saison dernière ou en playoff. Voilà, ils ont perdu Porzingis bêtement, alors qu'ils avaient montré pas mal de bonnes choses face au même adversaire. Donc je pense que généralement les match-up 4-5 ce sont les match-up les plus indécis, on l'a vu de l'autre côté, mais là en fait le 4 on a l'impression que c'est un faux 4, là où les Dallas, les Mavericks c'est un vrai 5 et je trouve que leur saison est positive, c'est juste que c'est le mauvais match-up. C'est ça, je vois pas trop ce que j'ai à rajouter, c'est le mauvais match-up. Après je suis d'accord avec Madiane, ça reste quand même une grosse attaque et puis surtout ils auront on parlait de ça avec les Hawks, ils auront cette première expérience certes malheureuse de playoff, peut-être que ça aura, je sais pas,
engendré une espèce de petite frustration en disant ah mais en fait sur un malentendu on pouvait passer un tour et peut-être faire plus. Donc pour ces Mavericks là il y a peut-être cette chance là. Après oui, je savais pas comment le dire, le tourner, mais Tom tu l'as parfaitement résumé, c'est un faux 4, c'est pas un 4-5. De l'autre côté c'est un 4-5, là c'est un 4 qui devrait être 1-2, qui joue un 5, et un 5 qui est en réalité, sans faire injure aux Mavs, je sais même pas si on aurait dû faire un power ranking à plat, c'est-à-dire vraiment classé par ordre de puissance, je sais même pas s'il serait vraiment 5 à l'ouest. Bah, il y a les Lakers. Il y a les Lakers en bas qu'il faut s'appuyer le truc. Il y a Miami aussi. Il y a les Lakers, il y a même la question Portland qui pourrait se poser, donc oui, donc ça va être un peu compliqué pour les Mavs. Puis bref, on en parlera des Clippers plus tard, mais ça reste un mauvais match-up pour beaucoup d'équipes. On va arriver, messieurs, à peut-être, c'est le point d'orgue après pratiquement une heure de podcast de ce premier épisode, les Nuggets. Les Nuggets arrivent à la 11e place, on se garde le top 10 pour la prochaine fois, du MVP de Joel Embiid, c'est affreux de dire ça, du MVP Nikola Jokic, qui sont quand même 3e, s'il l'a pas, c'est un scandale, qui sont quand même 3e ex aequo avec les quatrièmes que sont les Clippers de la conférence Ouest avec 65% de victoire. Est-ce que je résume ça à Jamal Murray est pas là et donc du coup on les voit vraiment en difficulté contre les Blazers, ou je simplifie trop? Tu simplifies trop. Ouais, c'est mon rôle de présentateur. C'est beaucoup plus compliqué que ça en fait. Outre l'absence de Jamal Murray, ils ont rien en fait sur les lignes extérieures. On a dit au moment du trade pour Gordon qu'en fait ils se rendent vulnérables à du coup récupérer une équipe qui a une forte traction arrière. Malheureusement, ils récupèrent une équipe qui a une forte traction arrière. Et même si on sait que, par exemple, Nikola Jokic il va se régaler face au line-up avec Carmelo Anthony, Enes Kanter et Jusuf Nurkic, même si, par rapport à l'antécédent entre les deux, peut-être que Nurkic sera aussi motivé pour montrer à Denver que c'est un bon joueur. Mais je pense que globalement, en fait, là, les deux équipes je pense que ça va vraiment ressembler à la série de playoffs qu'il y avait déjà eu entre ces deux équipes-là pour aller en finale de conf il y a 2 ans, où personne ne stoppera personne et ce sera celui qui mettra le plus de paniers. Non mais je pense que ce sera ça. Hein. Madiane ? Oui, et c'est compliqué en fait pour les Nuggets. Mais je pense que c'est aussi une bonne occasion pour eux de voir certaines autres choses. C'est-à-dire que Murray a été un peu la star de leur dernier playoff. Il n'est pas là. Et bien justement... On sait où tu vas nous dire. C'est un scandale. C'est un scandale. J'allais parler de Nikola Jokic. Ah, vous m'avez mal anticipé là-dessus. J'aurais pu, mais j'en parlerai plus tard. Non, mais par rapport à Nikola Jokic, justement... ça va être beaucoup plus centré autour de lui. Justement, il arrive quand même avec le statut de potentiel très probable futur MVP. Et les votes sont déjà partis, donc a priori, c'est scellé. Et moi, j'aimerais bien voir ce que ça donne, en fait, d'avoir le jeu un peu plus centré sur lui, sur une campagne de playoff. Alors, je pense pas que ça sera avec succès, clairement. Enfin, je pense que les Blazers peuvent se retrouver vite mal parce que mine de rien, l'équipe n'a pas non plus énormément bien tourné cette saison. Ils ont eu pas mal de difficultés, comme beaucoup d'équipes, mais pour eux, je les ai trouvés plus durement touchés, notamment avec la perte de CJ très vite. Mais en tout cas, moi je trouve que ça rend les choses intéressantes à regarder côté Nuggets en se disant à quel point en playoff on peut réussir à dominer des séquences entières de matchs avec juste Nikola Jokic en attaque qui va gérer l'affaire. À voir. L'autre joueur d'attaque est pas assez mûr à mon sens et je pense que l'autre joueur dont je ne prononcerai pas le nom du coup s'amusera plutôt à coller un gros match et puis un match pourri et j'ai du mal à le voir apporter la régularité qu'il faudra pour que les Nuggets puissent vraiment remporter cette série.
Dis donc, tu es très doux avec tes chouchous, Madiane. Un match pourri, un bon match. Par rapport aux Blazers, enfin, plus par rapport aux Nuggets, à l'Ouest, il faut être capable d'exploiter la faiblesse des équipes qui sont pas bonnes à l'aile, parce que c'est là où tu vas les tuer. Ils vont pas être capables d'exploiter ça avec Aaron Gordon. La perte de Jamal Murray leur fait du mal, parce que et on va sûrement partir sur ça, si c'est un match où il faut en coller 140, bah tu perds quand même un mec qui a l'habitude d'exceller en playoff. Là, si on part encore une fois sur ce genre de match, la grève de Norman Powell va faire très très mal, parce que là, plus qu'une traction arrière, je parlerai carrément d'un trio qui peut leur coller énormément de points à ces Nuggets. Après, tu l'as dit, Tom, il y a quand même Jokic. J'ai l'impression qu'en fait, parfois, quand on va parler de ces Nuggets, je dis ça parce que encore une fois, le classement, on a chacun fait notre classement et c'est un agrégat dont on vous parle. Je suis celui qui a les Nuggets le plus haut. Je les vois, moi, passer par rapport à vous, parce que j'estime que j'ai l'impression qu'on regarde ce match-up avec les lunettes de Jokic de la bulle, alors qu'en fait on a vu un autre Jokic pendant la saison régulière. Et du coup, ce que tu dis, Madiane, de sa capacité à porter une équipe sur une série de playoffs, là où on le sait, j'ai été un grand critique historique de Nikola Jokic, j'y crois un peu plus sur cela. Après, je vous avoue que vos arguments étaient beaucoup trop saillants, donc j'ai envie de changer mon classement. Mais je pense qu'en plus, un Michael Porter, ça sera à lui de réussir à faire la différence et justement à casser ce petit problème, parce que si Michael Porter fait sa série, ils n'ont personne pour le défendre du côté contre, des Blazers. C'est une catastrophe pour les Blazers, si ça arrive. Si ça arrive, c'est une catastrophe pour les Blazers. Il tente Melo, hein. On salue Adrien. Voilà, il faut toujours citer Melo dans les podcasts. Donc on le cite, mais je pense qu'ils ont cette capacité-là. Pour être honnête, la capacité qu'auront les Nuggets à passer, pour moi, c'est plus de la projection que du concret. Si on joue la série 100 fois, je pense que les Blazers ont la capacité de passer 56 fois, je dirais. Mais je pense que je parie sur les 44, et je parie surtout sur un Jokic qui a des airs de top 8 NBA, en fait, à l'heure actuelle. Vous me direz, Damian Lillard, c'est là où il est aussi actuellement, mais je pense que j'ai trop envie que les Nuggets passent, et j'avais trop d'espoir dans cette équipe, dans sa version avec Murray. Mais moi, j'ai une question, c'est comment tu fais quand tu joues, enfin, ils vont vraiment jouer avec Campazzo Oui, PJ Dozier ils vont vraiment le faire. PJ Dozier est blessé, la Monte Morris qui revient là, mais après sinon tu vois à l'extérieur, c'est ça qui est difficile, puisqu'à l'extérieur ils n'ont pas vraiment de solution, hein. PJ Dozier il est blessé, Will Barton il est blessé également. Donc, ils ont une rotation très 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 limitée, hein. Limite, tu auras des minutes de Marcus Howard, des joueurs comme ça, parce que c'est ce qu'ils ont. C'est pas simplement le fait d'avoir perdu Jamal Murray, hein. Non seulement tu perds Jamal Murray, donc du coup, le joueur qui devait jouer les minutes derrière Jamal Murray doit jouer les minutes de Jamal Murray, et le joueur qui ne jouait pas doit jouer les minutes du joueur qui remplace Jamal Murray. Mais là, en fait, tu as aussi perdu la doublure. C'est ça qui est problématique, en fait. Et c'est une équipe qui n'a plus, en fait, ils n'ont plus aucun équilibre entre les forces extérieures et les forces intérieures. Toute leur création est sur le front court, et toutes les armes offensives sont sur le front court désormais avec les blessures. Ouais. En fait, non, mais honnêtement, ça me pose un problème. Si je vois Campazzo jouer plus de 30 minutes, il fait comment, en fait, face aux deux? Enfin, ça veut dire que tu as forcément un match-up, mais c'est même pas défavorable à ce stade offensivement. Les deux attaquent comme ils veulent dessus, et ça me pose problème. Quand tu as à la fois Lillard et McCollum, c'est beaucoup trop. Après, bon, Jokic sera le meilleur joueur sur le terrain. Ça, pour le coup, là, il n'y a pas photo. J'espère pour eux. Pas sûr. En fait, oh là là, c'était le dernier match-up auquel j'avais réfléchi, en fait, dans la précipitation de la préparation, vous m'avez achevé. En fait, non, la clé pour eux, c'est il faut que 4-5, ça soit Gordon et Porter surtout. Oh là là, j'ai pas envie de parier ma vie sur Porter. Oh là là. Non, en vrai, avec tout l'amour que je porte pour ce joueur, compte pas dessus. Non, mais tu vois, il est dans l'obligation d'être bon pour que l'équipe soit viable. Ouais. C'est pas s'il est bon, c'est du bonus pour qu'il passe au-dessus. Là, il est dans l'obligation d'être bon pour qu'il soit viable. Mais il est... Tellement il n'y a rien autour, tu vois.
C'est une pièce, c'est une variance en fait, Porter. C'est-à-dire qu'il peut très bien te faire les bons matchs et les très mauvais matchs. Il va trop dans les extrêmes en fait des deux côtés. C'est ça qui me dérange énormément. Et en fait, dans une série de playoffs, en plus du fait que bon, sa défense, il saoule un peu. Après, là, on juge sur l'attaque. Je pense qu'on est tous d'accord. Non, mais on juge sur l'attaque. Et sur l'attaque, il en est capable. Mais tu peux pas compter sur lui quand même pour gagner ta série. Si tu remets ton sort entre ses mains, c'est que t'es déjà pas bien là. Ouais, moi, ce qui m'effraie le plus, c'est qu'en fait, que Portland essaie de transformer Nikola Jokic un maximum en scoreur. C'est-à-dire en lui mettant des match-ups plutôt favorables pour lui, pour qu'il soit tenté en fait d'assurer le scoring plus que la distribution, alors qu'il joue avec la majorité des joueurs avec lesquels il va jouer, ce seront des talents dépendants. Tu vois, tu parles de Porter Junior. Porter Junior, c'est un joueur qui fait très peu de passes décisives et qui a la grande majorité de ses tirs pris qui sont assistés. Donc, du coup, si en gros, le meilleur moyen de le neutraliser, c'est de couper sa source de balle. Et si, du coup, Nikola Jokic, plutôt que de se transformer plutôt qu'être le distributeur et la plaque tournante en joueur héliocentré qui va diffuser et plus, entre guillemets, un scoreur parce qu'il va abuser des match-ups qui se présentent à lui, au final, peut-être que ça le fera jouer un peu contre nature. Enfin, ça le fera peut-être jouer un peu contre nature et ça va, on va dire, perturber la partition des Nuggets, quoi, puisqu'il aura peut-être trop à faire. Je suis d'accord avec ça. Après, je mettrais un petit bémol. Je pense que c'est sous-estimer le QI de basket de Jokic et c'est aussi sous-estimer tout simplement le fait qu'ils ont trop d'avantages physiques sur le front de court. Oui, t'as raison. Ils vont avoir conscience qu'ils sont obligés de... En gros, ils doivent avoir 70, même plus, ils doivent en avoir 80 de Gordon, Porter, Jokic minimum pour gagner un match. Donc je pense qu'il tombera pas dans ce piège-là. Plus, ouais, et même plus, ouais. Et en plus, si on regarde un peu la révolution Nikola Jokic, je pense qu'il a dû prendre note de ses dernières campagnes de playoffs où en réalité, on était sur un two-man show et il arrivait carbonisé. En plus, sur cette saison-là, on n'en a pas parlé, mais vu que les mecs ont joué énormément de matchs dans un court laps de temps, tu peux jamais calculer tes minutes en playoff, mais peut-être que il aura l'avantage de vouloir. En fait, moi, je vois trop les systèmes où Jokic a la balle en main, poste haut, et se dit. Alors, soit je vais faire pendant 50 fois dans le match, je vais essayer d'enfoncer, soit en fait je vais jouer sur Gordon qui est 4 fois plus physique que tous les mecs en face ou Porter et j'obtiens mes 2 points. Après, je pense pas que ça va être difficile pour être suffisant pour gagner une série. Je vous avoue que c'est la seule où vous m'avez fait changer d'avis en cours d'émission. Voilà messieurs, donc on en est arrivé à la 11e place. Je vais donc récapituler le classement. On a donc dernier, les Pacers 20e, les Hornets 19e, les Spurs 18e, les Grizzlies 17e. 4 équipes qui, selon nous, vont donc être éliminées durant le play-in. Ensuite, on a les Celtics 16e, les Wizards 15e, les Warriors 14e, les Knicks 13e, les Mavericks 12e et les Nuggets 11e. Dans quelques jours, on va se retrouver pour parler des 10 premières équipes selon nous. On va donc être sur des équipes qui pourraient peut-être faire un coup au premier tour des playoffs, qui vont surtout se qualifier et peut-être décrocher le Graal. Messieurs, quelque chose à rajouter par rapport à aujourd'hui? C'est sportif ce genre d'épisode. Hein. C'est très sportif, il y a beaucoup d'informations en peu de minutes. Le point de vue préparation, c'est un peu compliqué. Ouais. Le point de vue préparation, c'est un peu compliqué puisqu'on a vu une belle bataille pour du coup la fin de la saison avec pas mal d'enjeux à tous les étages, des équipes qui veulent éviter de jouer certaines équipes, des équipes qui tankent un match face à une équipe qui tank pour des pics. Enfin, c'était n'importe quoi. Donc pas mal d'actions partout au sein de la ligue. Et après, c'est vrai que c'est un exercice qui est plutôt compliqué puisqu'on se bat contre la théorie de l'intrinsèque. Et par exemple, on en parlera certainement dans la prochaine partie, mais
pour moi, entre Miami et Philly, le nombre de places d'écart que j'ai mis entre ces deux équipes-là dans mon classement n'équivaut pas à la différence qu'il y a pour moi intrinsèquement entre ces deux équipes. Ah bah on peut faire la même avec les Suns et certaines équipes de l'Ouest. En fait, les Suns ils sont desservis par le destin, le menu qu'on leur propose au premier tour. Probablement, c'est vrai. C'était et on va finir là-dessus, mais c'était ma volonté, c'était un peu de faire un power ranking / preview, parce que je trouve que le power ranking à ce moment-là de la saison n'a aucun sens, parce que si tu classes un power ranking, typiquement, aurait mis Heat, Bucks, Nets très très haut. Ouais, sauf qu'il y a une seule de ces équipes qui va en finale de conf. Donc, en finale NBA. Même ne serait-ce qu'en finale de conf, parce que tu peux te dire que les Sixers sautent l'équipe qui arrive en finale de conf et se qualifient en finale NBA. Donc tu es même pas sûr que parmi ces trois équipes-là, il y a un finaliste. Donc je trouve ça un peu trop artificiel parfois. Madiane, je te laisse le mot de la fin et puis ensuite on peut conclure. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'on a dû tout rayer en fait entre le premier que j'ai édité, j'ai dû l'éditer samedi. Tout à fait, j'ai édité une première version samedi. Et quelle erreur, j'ai tout refait aujourd'hui. Donc c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en fait l'exercice nous force à repenser très vite les choses et que typiquement, on en parlera. Il y a beaucoup d'équipes qui sont trop dépendantes de là où elles sont tombées. Et il y a un petit désert à l'Est dans une partie du tableau. Oui, c'est vrai que personnellement, je dois vous avouer, je suis quelqu'un qui aime bien préparer, etc. Donc on l'a vu sur mon changement de position sur le Blazers Nuggets, ces préparations en toute hâte ne me sied guère. On va donc terminer là-dessus. On se retrouve dans quelques jours pour la suite et le top 10. On vous souhaite de très bons play-in. À voir si ça va plaire aux fans NBA ou pas. Je pense que tout le monde est plus ou moins parti avec un avis préconçu, donc je pense que les play-ins ne seront pas forcément appréciés. On vous invite comme d'habitude à nous suivre sur Twitter et sur les plateformes de streaming, 5 étoiles si c'est sur Apple Podcast. Et puis on vous souhaite de bons débuts de play-in et puis de bons playoffs. Salut! Salut!